La vie est si incroyable qu'il n'est pas facile de la décrire. Et bien qu'il y ait plus de 6 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, il est vraiment surprenant de savoir qu'il n'y a pas deux personnes exactement identiques. Même les vrais jumeaux présentent quelques petites différences. Regardez les jeunes enfants. Certains sont timides, d'autres sont actifs, et d'autres sont un peu espiègles. Comment se fait-il que nous soyons tous si différents? Pour le savoir, nous devons revenir à notre origine. Comment la vie commence-t-elle? Le corps humain est composé de milliers de cellules. Chaque cellule comporte 46 chromosomes, chacun contenant une longue chaîne de molécules d'ADN, composées de deux brins, qui forment une structure en double hélice. Plus de 30 000 gènes sont alignés dans des emplacements précis le long de cette hélice. Les molécules d'ADN contiennent le code génétique complet de chaque personne, notre apparence, comment notre cerveau traite les informations, tout compte fait, le type de personne que nous deviendrons. Qui plus est, l'ADN dans chacune des cellules contient un code qui nous est unique, comme des codes barres au supermarché. Nous pouvons être identifiés par chaque cellule de notre organisme, qu'elle provienne du sang, du cœur, des reins ou de tout autre organe à n'importe quel moment de notre existence. Alors, à quel moment le code génétique est-il formé? Quant au juste, notre vie a-t-elle commencé? Eh bien, tout a commencé par un ovule venant de notre mère et un spermatozoïde venant de notre père. Tout d'abord, pour qu'une femme puisse être enceinte, elle doit satisfaire à 4 exigences. Son ovaire doit produire un œuf ou ovule lors de l'ovulation, et les taux des hormones œstrogène et progestérone doivent être suffisamment élevés. Le col de l'utérus doit être en bon état et produire de la glaire cervicale. Les trompes de Fallope doivent être en bonne santé pour que le spermatozoïde puisse atteindre l'ovule et permettre à la nouvelle vie conçue de descendre vers l'utérus. Son odomètre doit être correct pour l'implantation de l'embryon. Au cours d'un cycle fertile, un ovule est relâché par un follicule au niveau de l'un des deux ovaires. L'œuf est très petit, de la taille d'un grain de sucre. Contrairement aux autres cellules dans le corps de la femme, l'œuf ou ovule comporte seulement 23 chromosomes. L'ovule est entraîné dans la trompe de Fallope par la fimbria, qui est composée de petits cils semblables à des doigts. L'ovule vivra au plus un jour s'il n'est pas fécondé. Pour qu'un homme soit fertile, le canal déférent, c'est-à-dire le tube qui connecte les testicules à l'urètre, doit être sain et l'homme doit produire des spermatozoïdes vigoureux. Les spermatozoïdes sont beaucoup plus petits que l'ovule et ne comportent également que 23 chromosomes. Lors d'une union sexuelle, quelques dizaines de millions de spermatozoïdes sont libérés dans le vagin de la femme. Les spermatozoïdes sont affectés par la glaire cervicale produite dans le col de l'utérus de la femme. Dans la phase infertile du cycle menstruel, la glaire bloque les spermatozoïdes, les empêchant d'entrer dans le col de l'utérus, de sorte qu'ils demeurent dans le vagin et meurent rapidement. Par contre, quand la femme est dans sa phase fertile, les spermatozoïdes peuvent entrer par le col de l'utérus, se déplacer dans le canal cervical et pénétrer dans l'utérus. Dans leur déplacement, la plupart des spermatozoïdes sont entraînés dans les cryptes cervicales et restent là pendant un certain nombre de jours. Pendant la période de fertilité, le col de l'utérus produit différents types de glaires. Un type de glaire attire les spermatozoïdes de mauvaise qualité et les élimine. Un autre type de glaire, produit dans les cryptes supérieures, nourrit les spermatozoïdes et forme des canaux spéciaux pour les aider dans leur voyage. Juste avant l'ovulation, la glaire libère les spermatozoïdes enfermés dans les cryptes cervicales et les stimule dans leur course vers l'ovule. Pourtant, un seul spermatozoïde parmi les millions libérés atteindra finalement l'ovule. Bien que plusieurs spermatozoïdes puissent atteindre l'ovule, un seul est autorisé à le pénétrer. Quand cela se produit, la membrane de l'œuf subit un changement biochimique remarquable et l'ovule se ferme aux autres spermatozoïdes, quel que soit leur état. Quand le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, il perd son acrosome et son flagelle
et forment un pronucléus mâle qui se combine au pronucléus femelle. Durant les 30 à 36 heures qui suivent, les 23 chromosomes du père et les 23 chromosomes de la mère vont s'appareiller 2 à 2 pour former un zygote ou une supercellule. C'est seulement par la combinaison d'un ovule et d'un spermatozoïde pendant la fécondation, créant une nouvelle cellule comportant 46 chromosomes complets en ADN, qu'une nouvelle vie humaine commence. Aucune autre cellule dans le corps humain ne peut accomplir cela. La supercellule originelle fécondée est la cellule la plus spécialisée qu'une personne aura de toute sa vie. Elle est nous au tout début. Elle porte les informations pour permettre le développement de chaque organe dans notre corps et le code qui fera de nous ce que nous serons pour toujours. Environ 36 heures après la fécondation, la cellule se divise pour la première fois. À partir de là, la division cellulaire se produit toutes les 12 à 15 heures. Les contractions des muscles de la trompe de Fallope et les minuscules cils en mouvement à sa surface, appelés cilia, déplacent cette nouvelle vie sur son parcours vers l'utérus. Les scientifiques appellent cette étape de la vie le blastocyste. Voici comment la personne grandit, cellule après cellule. À ce moment-là, la mère ne sait pas qu'elle est enceinte. Pourtant, au plus profond d'elle-même, un être humain unique, une créature unique, a commencé son existence. Au fur et à mesure des divisions cellulaires, les cellules résultantes utilisent de moins en moins d'informations génétiques, bien que toutes les informations soient toujours présentes dans chaque cellule. Par exemple, certaines cellules sont conçues pour devenir des cellules de rein et peuvent seulement produire des cellules de rein. Ceci est vrai des cellules du cœur, des cellules du cerveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un corps humain complet soit formé. Environ 4 à 5 jours après la fécondation, le blastocyste atteint l'utérus. Après 2 ou 3 jours, un autre événement très important se produit. L'implantation de cet être unique dans la paroi utérine appelée endomètre. Dorénavant, les médecins appellent le bébé un embryon. Une sécrétion de progestérone signale à l'hypophyse, située dans le cerveau de la mère, qu'elle est enceinte. Ce déclenchement provoque des changements hormonaux qui arrêtent le cycle menstruel et initient d'autres changements dans son corps. Les hormones sécrétées par le placenta filtrent dans l'urine de la mère et vont donner un test de grossesse positif. Le bébé continue de grandir dans l'utérus de la mère en tant qu'être humain séparé et distinct, avec sa propre circulation sanguine et ses propres organes. Le bébé, et non la mère, construit toutes les structures nécessaires à sa vie, le placenta, le cordon ombilical, le sac et le liquide amniotique. Le placenta produit une hormone qui empêche que l'utérus rejette le minuscule embryon. La mère n'est probablement pas consciente qu'elle est enceinte, mais à 18 jours, juste après la fécondation, le cœur du bébé pompe son propre sang, distinct et différent de celui de la mère. À 3 mois, on peut l'entendre à l'aide d'un instrument appelé Doppler. Les scientifiques ont longtemps spéculé sur le fait de savoir à quel moment le cerveau commence à fonctionner et quand l'embryon commence à ressentir la douleur. Ils savent maintenant qu'à seulement 7 semaines de gestation, les nerfs et les muscles travaillent ensemble pour la première fois et que des profils d'ondes cérébrales peuvent être enregistrés. Les progrès dans les techniques d'imagerie médicale permettent aux médecins de voir à l'intérieur de l'utérus l'étonnant développement d'un enfant dans le sein de sa mère. Le bébé mesure tout juste un peu plus de 3 cm. 8 semaines après la fécondation, le bébé est appelé fœtus, terme latin signifiant enfantement. Quoique minuscule, il a une apparence très humaine, avec tous les organes internes et les systèmes majeurs en place, et 5 doigts à chaque main. Chaque doigt aura des empreintes digitales uniques. Même les vrais jumeaux développent des empreintes digitales différentes. Nul ne connaît les choses étonnantes que cette minuscule main humaine fera dans le cours de sa vie. À 30 jours, les yeux du bébé commencent à se développer. À la 13e semaine, le fœtus effectue déjà un rapide mouvement d'œil qui indique qu'il a la capacité de rêver. Les bébés peuvent ouvrir les yeux à partir de 18 semaines,
et ils sont sensibles à la lumière. De temps en temps, le fœtus essaiera de protéger ses yeux de la luminosité. Voici à quoi ressemble l'oreille du bébé à 14 semaines. À 9 semaines, des bruits forts peuvent faire battre son cœur plus rapidement. À 20 semaines, il peut entendre et reconnaître la voix de sa mère qui résonne dans son corps. À 12 semaines, le fœtus peut donner des coups de pied, dresser les orteils, serrer les poings, ouvrir et fermer sa bouche comme un bambin. L'enfant mesure maintenant 10 cm et pèse environ 20 grammes. Vers 18 semaines, une échographie permettra au médecin de dire s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. C'est à cette phase du développement que la mère sent bouger le bébé pour la première fois, par un mouvement ou déplacement léger. Plus tard, au cours de la grossesse, elle ne peut pas manquer les mouvements, son bébé se déplaçant maintenant vigoureusement en réponse au toucher et au son. Le cordon ombilical constitue un lien vital, essentiel entre la mère et l'enfant. Tous les systèmes physiologiques sont établis. Cependant, le bébé ne peut pas survivre par lui-même. Il a toujours besoin de la mère pour le protéger et le nourrir. Grâce à l'aide de techniques médicales modernes, les bébés nés prématurés dès 21 semaines de grossesse peuvent survivre et continuer à se développer. Au cours du 7e mois, des réponses nerveuses comme la préhension, la succion et la marche sont présentes dans le fœtus. En grandissant, l'enfant devient moins actif parce qu'il a moins de place pour se mouvoir. Vers 32 semaines, le bébé bascule la tête vers le bas et est prêt pour la naissance. Le jour de sa sortie est une nouvelle aventure pour l'enfant, son entrée dans le monde. En réalité, l'aventure, la vraie, a commencé au début, il y a 9 mois. En fait, les 2/3 du développement humain complet sont réalisés dans l'utérus. C'est lors de la conception que toutes les informations ont été réunies à l'intérieur de la toute première cellule, laquelle contenait tout ce qui était nécessaire pour devenir l'être humain unique que nous sommes aujourd'hui. Chaque jour, nous continuons à grandir et à changer. Mais jamais une autre personne dans notre vaste monde ne sera exactement comme nous.